Il y a 3 semaines, donc en gros, il y a 3 semaines, Donald Trump recevait à Anchorage, Alaska, Vladimir Poutine. On se souvient, on a tous vu ces images, le tapis rouge qui était déroulé par des soldats américains pour permettre à Vladimir Poutine de marcher jusqu'à Donald Trump, qui l'a reçu, lui a serré la main, lui a demandé de se joindre à lui dans sa limousine. Et on se souvient aussi, même si on n'a jamais eu la réponse, et peut-être que ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir aussi sur ça, est un élément de réponse. On se souvient aussi de la manière dont s'est terminé ce meeting-là. Il s'est terminé sans que Poutine prenne part au repas officiel qui était prévu, sans que Poutine et Donald Trump répondent à des questions des médias. Il s'est terminé sans que Poutine respecte le protocole et soit le premier. Il a été le premier à parler en donnant une leçon historique sur les raisons qui justifiaient, d'après lui, son agression contre l'Ukraine. Et puis après, on a eu quelques mots de Donald Trump qui paraissaient épuisés par le moment. Et puis, il s'est terminé. Et on va retourner le 15 août par ce constat de la part des journalistes qui étaient présents, y compris de Fox News, on va commencer par Fox News, que Donald Trump avait été, le terme utilisé, c'était steamrolled, qu'il avait été baladé, mais un petit peu comme s'il il s'était retrouvé dans une machine à laver, dans le tambour d'une machine à laver, et qu'il s'était retrouvé baladé par Vladimir Poutine. Vas-y Thomas. Happened back there. It was just very unusual, atypical, and I think we're all awaiting, the readout, because the way that it felt in the room was not good. It did not seem like things went well, and it seemed like Putin came in and steamrolled, got right into what he wanted to say, and got his photo next to the president and then left. Of course, that is only the piece of the picture that we have right now, and certainly President Trump, who is the host and who is the president, would not want to, I think, enable something that would make him look weak. But we are eagerly awaiting to hear the background on that. And I will also note that we didn't see any sort of scowls on the faces of the likes of Steve Witkoff or Secretary Rubio or any of the other members of the U.S. delegation. And I think had it been concerning, we might have seen something there. But just to paint a picture for you of in the room, how it felt, what we're wondering about, what we need to know to put the pieces together and fully understand what we all just witnessed. Yeah. Donc une fin précipitée où on sent du côté de la délégation américaine un certain choc. Et c'est quelque chose qui, en direct, va être dit par Peter Alexander. On va écouter ça. Il va vous parler de Caroline Leavitt, qui est dans ce moment-là. Lorsque l'on suit le compte-rendu de ce qui est en train, de ce qui se passe en attendant que Poutine et Trump arrivent, on se rend compte qu'il y a une précipitation, une sorte de moment de panique où vous avez Witkoff qui s'installe, puis après qui repart de manière précipitée en coulisses. Et cette description qui ne m'a jamais quitté de Caroline Leavitt sous le choc. Vas-y Thomas. What struck me, Jen, in particular, was really just the looks on the faces of a lot of the American delegation here. Caroline Leavitt, the press secretary, Steve Witkoff, who came into the room, then left quickly,
then came back in. Levitt appeared to be a bit stressed out, anxious. Their eyes were wide, almost ashen at times. Those were some of the sort of images that will stick with me as we leave here. This was not the way the president likes to do things. He likes to be the producer of this presidency. He got that in the first half of the day, but when he was behind closed doors with Vladimir Putin, it looks like he didn't come away with anything that he claimed he wanted. He said he'd go home unhappy if there was no ceasefire. They didn't declare one here today. Alors peut-être que d'ici quelques années, lorsque cette présidence sera terminée et que sera venu le temps d'écrire des livres de la part de journalistes ou de la part d'acteurs de ces moments-là, on découvrira les raisons de cette panique, les raisons de ces visages marqués, de la blancheur du visage de Caroline Leavitt. On découvrira ça, peut-être. Mais pourquoi je voulais partir de ce point-là? Parce que lorsque l'on voit la suite d'événements de ces 3 dernières semaines, lorsqu'on compare les 3 dernières semaines de Poutine et les 3 dernières semaines de Donald Trump, d'un côté, vous avez une succession de promesses, une succession d'échecs, une succession de trahisons, on va avancer là-dessus, et de l'autre, quelqu'un qui affiche une impunité totale. Je ne vais pas parler ici de victoire parce que je n'ai pas envie de décrire Vladimir Poutine comme quelqu'un qui a des victoires, mais on a eu les images qui ont fait le tour du monde du sommet de Tianjin en Chine avec Modi, avec Xi. Et non seulement le sommet, mais aussi tous ces accords de coopération qui en sont sortis. Il y a eu aussi et surtout la multiplication, et je pense que Thomas, on a un schéma de frappes, de missiles et de drones sur l'Ukraine, à la fois des cibles civiles, donc parmi les victimes, évidemment des civils, des femmes, des enfants, mais aussi des cibles gouvernementales. Dimanche, nous avons vécu la plus grosse frappe de drones sur Kiev depuis le début de ce conflit-là. Et au bout de ces 3 semaines, alors que s'annonce, on va en reparler, des manœuvres militaires extrêmement importantes entre la Russie et la Biélorussie, ces drones qui passent l'espace aérien polonais. Donc ça, ce sont les 3 semaines de Vladimir Poutine depuis la fin de ce sommet à Anchorage, en Alaska. Du côté de Donald Trump, depuis 3 semaines, il y a le refus de prononcer la moindre sanction contre la Russie, en disant que ce n'est pas nécessaire, que nous n'en sommes pas encore là, d'exprimer parfois, il a encore fait il y a 2 jours, la veille de l'attaque de l'incursion russe dans le ciel polonais, de dire qu'il était prêt à faire quelque chose, qu'il n'était pas content avec Vladimir Poutine. Mais dans la réalité, parce que en politique, il n'y a que la réalité qui compte, pas les notes d'intention. Dans la réalité, rien. Et d'autant plus rien que ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que il y a voté par la Chambre des représentants
un plan de sanctions complet contre la Russie. Il existe, il est validé par le Congrès. Entre autres, il a été représenté ce matin par un sénateur démocrate, Blumenthal, et un sénateur républicain, Lindsey Graham, en expliquant que dans le cadre des différentes sanctions, en revenant sur, par exemple, le nombre d'enfants ukrainiens kidnappés par la Russie de Poutine, de considérer, de classifier la Russie comme un État terroriste. Le projet de loi validé par la Chambre des représentants doit être validé par le Sénat et ensuite validé par Donald Trump. Donald Trump ne veut pas se retrouver dans cette position-là et donc il a demandé pour l'instant aux sénateurs républicains de ne pas mettre ce texte-là au vote. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ça. Il y a des sanctions qui sont prévues, qui ont été votées par une majorité démocrate et républicaine, et Donald Trump met son veto virtuel à ce que ces sanctions avancent. Et puis, dans ces 3 semaines, depuis le sommet d'Anchorage en Alaska, il y a eu la quasi-fin de la section 333. Alors, la section 333, c'est un texte de loi qui fait partie de l'article 10, section 333. Vas-y Thomas, montre-nous ce texte de loi qui autorise le département de la Défense à mettre en place tout un programme de soutien vers les pays alliés sous forme d'entraînement, de manœuvres militaires communes et d'envoi de matériel, d'information et de matériel. C'est un texte capital pour certains pays et plus particulièrement les pays baltes qui depuis 2018 profitent de ce texte-là pour recevoir les fonds nécessaires. Et encore une fois, on est dans ce système où on envoie de l'argent. C'était un des talking points de la droite MAGA qui nous expliquait que oui, mais regardez, on envoie des millions, mais cet argent-là, il est utilisé pour acheter des armes américaines. Donc en fait, c'est de l'argent qui est dépensé ensuite principalement sur le territoire américain. Et pourquoi je vous parle de la section 333 ? Parce qu'il y a quelques jours, et évidemment l'Europe est inquiète, il y a quelques jours, on a appris que les États-Unis avaient décidé de couper ce plan d'aide à ces pays, et entre autres, ces pays baltes, qui sont comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui sont en première ligne face à Moscou, donc pour protéger aussi l'OTAN et protéger l'Europe. Et on va voir, c'est le Financial Times qui avait sorti le scoop en premier de cette mise en fin, en décidant, c'était le 4 septembre, de dire on arrête ce soutien-là. Et du côté de Trump, c'est la manière dont le département de la Défense se défend, justement, c'est de dire non, mais tout ça, c'est normal. Vous vous en êtes pas rendu compte, mais c'est normal. C'était prévu. C'est la suite d'un executive order voté, signé par Donald Trump le 20 janvier dernier,
on a pensé que lorsqu'il proposait de réévaluer et de réaligner l'aide étrangère américaine, on a vécu ça via DOGE, c'est tous ces programmes d'aide pour lutter contre le sida en Afrique qui ont été coupés, tout ce qu'on appelle le soft power. Mais en fait, dans ce texte, cela voulait dire aussi d'aller couper toute aide financière, y compris militaire, vers des pays qui ne correspondaient pas à la vision présidentielle de The America First. Dans l'idée aujourd'hui, et c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant, dans l'idée de Donald Trump, de Hegseth, les ressources militaires américaines ne doivent pas être mises vers l'Europe. Il y a 2 zones, et on retourne à la fin des années 1800, lorsque l'Amérique avait décidé pour la première fois, il y avait à la fois les tarifs, on avait fait cette émission, et à la fois cette expansion américaine vers le canal de Panama, etc., de dire que leur jardin, c'était la zone Caraïbe. Et donc, les premières interventions militaires en dehors du territoire américain étaient dans cette zone Caraïbe. Comme aujourd'hui, on regarde vers le Venezuela. Ouais. Et l'autre idée, c'est de dire, ces troupes américaines qui sont en Europe, cet argent que l'on envoie vers l'Europe, cette aide que l'on fait vers ces pays membres de l'OTAN, on préfère les utiliser sur le territoire américain pour accélérer notre programme de mass deportation. C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière dans cette réécriture de America First. Et donc, dans ce executive order du 20 janvier, Donald Trump ordonnait la révision, l'analyse de tous les secteurs qui envoyaient de l'argent vers l'étranger et ce qui voulait dire militaire. Et puis, il demandait que lorsque le département de la Défense et les autres départements comme le département d'État estimaient qu'un pays n'était pas aligné à 100% avec la vision de Donald Trump, que les crédits soient suspendus. Et c'est exactement ce qui se passe. La vision de Donald Trump aujourd'hui, ce n'est plus de soutenir ces pays baltes, ce n'est plus de soutenir les pays frontaliers. On l'a vu, la Pologne s'est retrouvée seule dans sa réponse à cette incursion de drones parce que la vision de Donald Trump, aujourd'hui, here we go, ce n'est plus de soutenir. Donc voilà, pendant 3 semaines, vous avez ce contraste. Poutine sur la scène internationale, Poutine qui augmente ses frappes vers l'Ukraine, Poutine qui se permet de tester le monde, de tester, entre autres, je vous le disais, c'était le point de départ de cette émission, c'est pas simplement de tester l'OTAN, c'est pas simplement de dire à l'OTAN, hey, les pays européens, là, vous êtes en train de penser, de réfléchir sérieusement, de peut-être avoir une présence militaire en Ukraine. Mais regardez, si vous avez une présence militaire en Ukraine, je vais vous faire vivre un enfer parce que nous avons la possibilité, grâce à notre accord avec la Biélorussie, de venir vous frapper avec des drones à 10 000 $ dans votre territoire. Au-delà de ça, c'est de vérifier si Donald Trump aura le courage politique de dire « ça suffit ». Et pour l'instant, depuis 3 semaines, Donald Trump, en tapant en touche en permanence, en refusant, en interdisant des membres de son propre parti de faire passer ces sanctions plus fortes contre la Russie et en
lançant ce message qui donc, je vous le disais, inquiète l'Europe, de dire on cesse la collaboration, le soutien militaire, le soutien en termes d'information stratégique extrêmement important, de surveillance satellite dans le cadre de la section 333, est en train de montrer à Vladimir Poutine que le sort européen ne l'intéresse pas, ne l'intéresse plus ou l'intéresse peu, qu'il soit celui de l'Europe ou celui de l'OTAN. Et pourtant, on va voir ça tout de suite, ce soutien aux pays de cette alliance stratégique des pays baltes, des États baltes, est essentiel pour faire face aux ambitions de Vladimir Poutine. À tout de suite.